Une erreur de jeunesse a précipité le destin de nos deux invités d'aujourd'hui. J'ai fait une erreur, et maintenant qu'elle est faite, je ne dois pas la nier, je dois l'assumer. Suite à un événement dramatique, Laetitia est une adolescente violente. Je faisais tout pour qu'on me remarque, j'étais incontrôlable. J'en veux beaucoup à la société en fait, surtout aux adultes. Henri, lui, fait partie d'une bande d'amis inséparables depuis l'école primaire. Un soir d'été, le jeune homme les raccompagne en voiture après une soirée trop arrosée. Je perds le contrôle de mon véhicule et le choc a été tel que je me souviens de rien. Je vois maman qui me dit « Henri, t'as eu un accident et tes amis sont morts ». Longtemps habité par le remords, Henri ne sera plus qu'une ombre, jusqu'à ce qu'il trouve enfin le nouveau sens à donner à sa vie. J'interviens dans les écoles pour que les gens comprennent que tout a une incidence dans la vie et je le fais aussi beaucoup pour moi, parce que c'est un peu ma thérapie. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes you got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. La jeunesse pour certains, c'est l'insouciance, la légèreté, l'âge du possible. Mais comme disait Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et parfois, parce qu'on se croit invincible, parce qu'on est insouciant ou encore en rébellion, eh bien on commet des actes qui peuvent être lourds de conséquences, voire irréparables. Alors, comment en vient-on à commettre ce qu'on appelle des erreurs de jeunesse ? Comment se reconstruire quand on a le sentiment d'avoir gâché sa vie ? Peut-on se pardonner ? Et puis, comment réussir à transformer ces anciens démons en une expérience au profit des autres? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Laetitia, vous aviez 14 ans lorsque vous étiez dans une situation très compliquée, parce que vous étiez dans la délinquance. Et puis il y a eu un acte en particulier et une rencontre qui ont provoqué un déclic pour vous. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à 14 ans, j'étais une jeune fille vachement violente. Donc il y a eu une bagarre de trop qui a fait que malheureusement j'ai été placée en garde à vue. Et du coup, ça s'est très mal passé. Et au final, j'ai rencontré un juge qui a cherché à comprendre les mots qui avaient entraîné cette telle violence. Et du coup, c'est cette rencontre qui a fait que j'ai totalement changé de direction. Henri, le 17 juillet 99, c'est une date qui restera marquée dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi vous êtes là pour en parler aujourd'hui ? Alors, j'avais précisément 19 ans et le 17 juillet 1999, on était avec des amis d'enfance. On se connaissait depuis le CM2, on a fait un barbecue. Après cette soirée, j'ai pris le volant pour les ramener au quartier et j'ai eu un accident. Et aujourd'hui, depuis Oui. cet événement, c'était il y a 19 ans, vous intervenez dans les écoles. J'interviens dans les écoles pour donner un message, mais aussi pour amener à réfléchir. Et je le fais aussi beaucoup pour moi, parce que c'est un peu ma thérapie. Et en Pour tout me cas, ça donne reconstruire. du sens. On va en parler avec Ghislaine, qui est psychologue. Merci d'être là. Effectivement, deux témoignages très forts, beaucoup d'authenticité. Donc vous décrypterez, si vous êtes d'accord, et vous me donnerez la portée un peu de ce qu'on est en train d'entendre. Avec plaisir. Laetitia, est-ce qu'on peut savoir finalement où est-ce que vous grandissez, dans quel genre de contexte, dans quel genre de famille ? Alors moi, j'ai grandi à Villepinte. Villepinte, c'est une ville de la Seine-Saint-Denis. Mon papa était plutôt fonctionnaire de police. Ma maman était à l'époque mère au foyer. Donc, par le biais de l'acquisition des biens, mon papa avait réussi à avoir un petit pavillon tranquille dans un quartier de Villepinte. Mon papa est martiniquais, ma maman est marocaine. Donc, j'ai une éducation à l'antillaise. C'est strict, autoritaire, avec des valeurs. Mais par exemple, pas d'autorisation de sortie après l'école. Les cadeaux de Noël, c'est dictionnaire, encyclopédie et puzzle. Donc voilà, je pense que j'ai eu une très bonne éducation. Les cadeaux éducatifs. Ouais. Et quel genre d'atmosphère ? Parce que votre papa est policier, donc il est confronté à beaucoup de situations. Et donc ça se ressent dans la famille. J'ai senti un changement vers l'âge de 11 ans. On va dire de 0 à 11 ans, je pense que tout allait bien. En tout cas, je voyais pas d'effets négatifs. Mais c'est vrai qu'à la fin de la carrière de mon père, j'ai senti qu'il était plus agressif, que des fois, il rentrait à la maison, il était déjà alcoolisé, que les collègues... Vous, enfant, vous vous rappelez de ça ? Ah oui, ouais, clairement, oui. Parce que je me rappelle, des fois, j'essayais d'aller dormir avant qu'il arrive pour éviter les conflits, pour éviter qu'il me pose des questions. Et puis c'est vrai que je pense que d'année en année, son métier s'est dégradé. Et sa place aussi, donc il était un peu perdu. Alors quand on dit un peu perdu, c'est presque un euphémisme.
Comment est-ce que l'enfant que vous êtes sait que votre père a plusieurs fois envie d'en finir ? Déjà, mon papa, c'est quelqu'un qui a fait déjà 2 tentatives de suicide. Vous le saviez ? Je le savais déjà, oui, je le savais. Je le savais. D'ailleurs, quand vous l'apprenez, quel âge vous avez et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? En fait, moi, je m'en suis rendu compte un peu plus tard parce qu'on nous l'a caché, nous, enfants. Donc, quand ça s'est produit, on nous a dit que notre papa allait partir et qu'il n'était pas là. Donc, je l'ai su tardivement. Et du coup, je me suis toujours posé la question pourquoi, aujourd'hui, en France, un officier de police peut faire plusieurs tentatives de suicide et peut retourner travailler avec son arme de service sans pour autant consulter sa famille. Moi, je sais que ma mère n'a jamais été consultée par le service en interne pour savoir comment ça se passe à la maison. Et je pense qu'un policier qui est mal dans sa peau, qui est mal à la maison, ça se répercute sur le terrain. Et donc, du coup, on a eu un papa qui était dépressif et il prenait souvent des cachets. Et c'est compliqué d'à la fois d'être policier, de prendre des médicaments qui agissent sur le comportement et d'adopter un comportement au travail. Donc, pour moi, c'est contradictoire. Et puis, un jour, il va y avoir une tragédie. Oui, tout à fait. Donc, c'était en août 96, un samedi, où, comme tous les samedis, on était à la maison. Moi, je repassais, on était dans le salon. Il y avait mes parents, il y avait mon petit frère. Mon grand frère était parti jouer au foot à l'extérieur. Et mon père était alcoolisé. Donc, et il y a eu une forte altercation entre mes parents, une grosse dispute. Et mon père est monté à l'étage. Et ma mère, je sais pas, elle a eu comme un pressentiment. Elle m'a dit, c'est bizarre, je sais pas ce qu'il fait ton père. Et puis elle est montée à l'étage et elle s'est mise à hurler, sortez de la maison, il a pris son arme. Et donc moi, j'ai eu mon instinct de survie, c'était de prendre vite mon petit frère et de sortir en courant, quoi. Et ma mère nous a suivis. Donc il faut savoir qu'elle était enceinte de 7 mois. Elle nous a suivis, je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Ton père, il a braqué son arme sur moi, il allait tirer... C'est pas possible. Et là, tout de suite, je me suis dit, je retourne plus à la maison, c'est terminé. Votre réflexe ce jour-là, c'est d'aller au commissariat ? J'ai mis du temps. C'est vrai qu'on a mis énormément de temps. Je pense qu'on a mis environ 2 heures. Donc j'avais à la fois une maman qui me disait, bon, on attend, ça va se calmer, on va rentrer. Et puis moi qui lui disais, non, j'ai pas envie de rentrer. Papa, il a pris son arme, même si ça se calme peut-être, mais là, il a peut-être échoué. Je sais pas jusqu'à où ça peut aller. Donc non. Donc il y avait déjà une petite confrontation avec ma mère. C'était dans le calme, et puis on était abasourdis, on était sous le choc. Et puis, donc on s'est caché derrière une petite rue, on a fait le tour du pavillon. À un moment donné, je regarde, ma chambre donnait sur la rue, donc je vois que mon père est par la fenêtre, donc je me dis, bon, je sais pas s'il est de bonne humeur, s'il s'est calmé ou s'il a encore son arme. Et là, ma mère me dit, bon, on va attendre, on était pieds nus, on était en pyjama, voilà, j'avais mon petit frère, j'ai encore le regard de mon petit frère qui lui, est apeuré et qui ne parle pas et qui attend que ça se passe, quoi. Et puis à un moment donné, je prends l'initiative, je dis bon, moi je vais au commissariat, si toi tu veux venir, tu viens, mais moi j'y vais. Et là j'ai pris mon petit frère, j'ai marché, et puis ma mère nous a suivis. Vous vous rappelez de ce qui se passe là-bas ? Oui, je pense que ça m'a un peu traumatisée, mais je me rappelle que je sonne et que là, une policière me demande qu'est-ce qui se passe. Donc je dis, il y a mon papa qui est policier, il a son arme. Elle me dit, je comprends pas. Je dis, ouvrez la porte, peut-être que vous allez réussir à comprendre, parce qu'il faut savoir que les commissariats, le soir, c'est fermé. Donc voilà. Et là, elle ouvre la porte, et je suis tombée sur une dame très désagréable qui m'a dit clairement, c'est un collègue épuisé, ça va se passer. Et là, je la regarde, je dis... C'est une phrase que vous oublierez jamais, ça. Ah, jamais. Jamais. Et là, je me suis dit, écoutez, moi, je veux plus retourner chez moi, il faut que mon père il se calme, je sais pas comment ça peut se passer. Et puis, ma mère ne parlait pas. Et puis, à un moment donné, donc, elle se retourne vers ma mère et elle lui dit, qu'est-ce qui se passe, madame ? Et puis, ma mère, explique ce qui s'est passé. Et puis là, nous fait comprendre que manque d'effectifs, manque de véhicules, qu'il faut attendre parce que les autres voitures sont parties dans d'autres villes voisines. Et dans ma tête, je suis choquée par le décalage, en fait, entre la situation que vous êtes en train de vivre et les réponses qui sont apportées. Ah ouais, c'est clair. Puis elle me parle de logistique. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, fais grève, fais quelque chose. Mais là, tout de suite, il faut réagir, quoi. Et puis, il y a un collègue qui arrive. Et là, il me dit, vous inquiétez pas, asseyez-vous, on va intervenir. Et puis là, ils nous font comprendre qu'on n'est pas aux États-Unis, qu'il faut... Certes, ils peuvent intervenir, mais s'ils vont au domicile, il faut que ma mère ouvre la porte pour qu'ils puissent y rentrer. Et là, je lui dis, mais quand il y a des urgences, vous attendez que quelqu'un vous ouvre. Il dit, oui, mais dans ce cas-là, puisque vous êtes venu, vu qu'il n'y a pas de flagrant délit, il n'y a rien, là, il faut vraiment que vous nous ouvrez, que vous nous autorisez à rentrer. Et donc, on a évolué une petite stratégie. Donc, ma mère a dû
appuyer sur la poignée quand elle arrive à la maison avant que les policiers rentrent, quoi. Et là, tout va s'enchaîner. La police arrive avec les sirènes, avec les gyrophares. Tous les voisins ont ouvert la porte. Je me suis dit, alors là, mon père, il doit être dans une colère horrible, quoi. Là, ça va mal se terminer. Parce que mon père a beaucoup de fierté. Pour lui, c'est un très bon policier. Donc, voilà. Et là, on ouvre la porte et, on va dire, quelques secondes, ça tire de partout. On va dire que pour moi, là, c'est le drame, quoi. C'est fusillade. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Nous, on est à l'extérieur. Et on va dire, je sais même pas le temps qui passe, mais peut-être quelques minutes après, on voit une dame qui sort. Policière ? Une policière qui sort, qui marche, qui titube, qui s'effondre sur le sol. Puis elle est là, par terre, au milieu, et puis il y a du sang. Et je me rends compte qu'en fait, qu'on est vachement proche de la maison, quoi. Qu'il faut peut-être reculer. Et je prends mon petit frère et je le prends contre moi pour pas qu'il regarde le reste, quoi. Et après, deuxième fois, ça retire encore une autre fois. Et on attend et on sait pas ce qui se passe. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? On voit quelqu'un qui sort d'un brancard avec les pompiers, avec une couverture de survie, mais vraiment la couverture qui recouvre tout le corps. Et là, vous savez qui est sous la couverture ? Je le sais parce que le bras tombe et mon père, en fait, c'est quelqu'un qui a une gambette et qui a beaucoup de bagues sur tous les doigts, des grosses bagues en argent avec des têtes de mort et compagnie. Et là, je me dis, c'est mon père, couverture de survie, tout le corps, c'est fini, quoi. Et puis on reste là, on attend, on regarde, personne ne nous dit rien. Ma mère va voir les fonctionnaires très méchants qui nous disent qu'il y a quelqu'un qui va venir nous voir plus tard, qu'il faut attendre. Et là, ouais, là on se sent méprisé. Et tout de suite dans ma tête, je me suis dit mais je suis pas coupable, moi. J'ai rien fait. Donc la moindre des choses, c'est de je sais pas, de nous réconforter, je sais pas. Non, là, rien. Il fallait se débrouiller tout seul pendant ces heures interminables. Parce qu'en plus, votre maman décide de ne pas partir de la maison. Ouais. Entre-temps, le commissaire est venu nous voir, nous explique l'état de mon père. Et en fait, il nous explique que mon père a été recouvert en entier, il n'est pas mort, il est vivant. Mais lors de la deuxième altercation, quand les policiers sont revenus la deuxième fois, il s'est tiré une balle dans la bouche, quoi. Et du coup, il me regarde comme ça en disant je vous passe les détails, donc c'est pour ça qu'on l'a couvert, parce que c'est pas très joli, quoi, à voir. Et le commissaire nous dit que vous pouvez retourner à la maison, que tout a été rangé. Donc, je sais pas, il a dû passer peut-être 6 heures entre le moment où on va au commissariat et le moment où ça se termine. Et déjà, moi, ça me trouble, en fait, qu'on me dit vous pouvez retourner à la maison. Parce que j'imaginais les dégâts, en fait. Et là, ma mère appelle ma tante. À ce moment-là, je pensais vraiment qu'on allait tous partir ensemble, histoire de se ressourcer un peu avant de revenir. Et ma tante prend les enfants et ma mère regarde ma tante en lui disant non, moi je pars pas, je reste. Et là, je regarde ma mère et je dis mais maman, viens, on y va et puis on verra après. Elle me dit non, moi je reste chez moi. Et là, mes frères étaient dans la voiture et puis ma tante, elle me dit de monter. Et je regarde ma mère et je me dis non, je monte pas, je reste avec ma mère. Et ma tante, elle me dit mais t'es sûre ? Et donc on me laisse le choix. Maintenant, avec du recul, je pense qu'on ne doit pas laisser un choix à une gamine de 14 ans de rester ou de partir, quoi. Et ce choix-là, je le regrette jusqu'à aujourd'hui. Je pense que j'aurais dû agir autrement. Et garder mon rôle de petite fille et partir, ouais. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est juste inimaginable, quoi. À l'intérieur de la maison ? À l'intérieur de la maison, ouais. C'est une scène de crime, c'est tout mélangé. C'est à la fois tous les meubles qui sont poussés parce qu'il fallait passer le brancard. Et puis il y a ce verre de rhum, il y a le fer à repasser qui est encore branché. Donc c'est un peu, je retourne un petit peu en arrière, quoi. Avant d'aller au commissariat, avant que mon père prenne son arme, avant que mes parents se disputent, ça va très très vite dans ma tête. Et puis ma mère monte à l'étage et elle crie. Et donc je monte à l'étage. Et là, il y a des douilles. Et puis ma mère qui regarde, qui commence à prendre une serpillière, tout ça pour nettoyer. Et puis qui d'un coup fait une crise d'angoisse. Et je la prends et je la ramène dans la chambre pour qu'elle soit tranquille et qu'elle prenne un peu sur elle, quoi. Qu'est-ce que vous entendez, Justine ? Parce qu'évidemment, les conséquences, on l'a compris, il va y avoir beaucoup de violence, puisque vous allez devenir délinquante à la suite de tout ça. Mais comment vous entendez tout ça ?
C'est très émouvant et vous racontez une histoire absolument terrible, terrifiante, et on peut imaginer comment une jeune fille, une enfant de 14 ans reçoit toutes ces informations, toutes ces scènes, toute cette violence, sans qu'un adulte à ses côtés puisse l'aider à en faire quelque chose, à être consolé, à essayer de se protéger. Comme vous le dites, il y a aucune forme de protection autour de vous. Alors ce qu'on entend aussi, c'est votre colère qui démarre là à l'égard de l'autorité. L'autorité, les forces de l'ordre, la dame au commissariat qui n'a pas été gentille, les policiers qui sont intervenus un peu brutalement. Une espèce de déplacement de cette colère qui finalement se pose sur les gens qui ne vous ont pas protégé, les policiers, mais qui au fond... plutôt, je dirais, s'adresse à vos parents, c'est-à-dire à votre père qui vous a, malgré lui, du fait de sa pathologie, de sa dépression, de son addiction à l'alcool peut-être, vous a mise en danger. Mais cette colère, et vous le dites très bien, elle se reporte sur l'autorité. Alors Henri, vous avez connu donc à l'âge de 19 ans, on disait, un accident de la route, une tragédie, vous allez perdre vos 3 meilleurs amis. Pour comprendre le contexte, ce sont des amis d'enfance, vous êtes connus en CM2, c'est ça ? On s'est connus au CM2, on avait 13 ans. Et puis, on était toujours à se retrouver. Alors, à se retrouver à l'école, les cours de récréation, le ballon. Mais surtout, après l'école, on allait souvent à la MJC. On faisait des babilles, des billards et des rigolades entre potes. Donc une amitié immédiate, vous grandissez ensemble. On a grandi ensemble, c'était pas mes frères, mais c'était comme mes frères. Mmh. Parce que vraiment, de 13 à 19 ans, on a tout fait ensemble. Alors quand on grandit, une étape importante, c'est quand on passe le permis de conduire. Vous avez votre permis de conduire du premier coup. Ouais. Et quand on a 18 ans, donc on parle vraiment avant le drame, quel genre de conducteur vous êtes finalement ? Quel genre de jeune vous êtes au volant ? Je me sentais intouchable, je me sentais plus fort que les autres. C'était la main sur le volant, la main gauche sur la portière, c'était chemise ouverte, chaîne en or qui brille, et puis un petit peu à la caïd, quoi. Et donc la question, c'est la question de la ceinture de sécurité, par exemple, qui la met et qui ne la met pas, et surtout, il y a même des moqueries pour celui qui la met. Oui, c'est par exemple, j'ai un ami, peu importe le conducteur, peu importe le véhicule, il mettait toujours la ceinture de sécurité. Mais le soir de l'accident, le 17 juillet 1999, il a écouté ces imbéciles d'amis qui lui disaient que ça ne servait à rien de mettre la ceinture de sécurité, qu'il n'y avait pas de danger, qu'on avait la maîtrise du véhicule. Et ben il l'a pas mise. C'était la première fois, et ben il en est mort. Tout ça pour dire quoi ? Une seule fois suffit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ce soir-là ? C'est que c'est un barbecue, vous vous rendez au barbecue, et on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir dans le sang plus de 0,5 grammes, ce qui correspond à 2 verres. Et on verra que finalement, vous êtes à peine au-dessus de la limite. Alors moi, j'avais 0,62 grammes d'alcool dans le sang, ce qui est l'équivalent de 2 bières. Sur le retour, juste avant d'arriver au quartier, on était proche de chez nous. J'arrive à une chicane, je percute la chicane, je perds le contrôle de mon véhicule, qui fait un tête à queue, qui se retrouve sur la fuite de gauche, et je percute frontalement et de plein fouet une voiture. Et le choc a été tel que je me souviens de rien. On sait depuis que vous rouliez à 70 km/h dans un endroit où il fallait rouler à 50. Quand vous vous réveillez, en fait, vous vous réveillez d'un long coma. Je me réveille de 1 mois de coma. Je vois maman qui me dit « Henri, t'as eu un accident, mais c'est pas grave, t'étais tout seul. » Je me rendors, et puis je sais pas combien de temps il s'est écoulé. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle est sortie et qu'elle est rentrée, mais en fait, il avait dû s'écouler 2 semaines. Et elle me dit « Henri, ça y est, maintenant t'es prêt. T'as eu un accident et tes amis sont morts. » Et là, j'ai compris que j'étais responsable de la mort de mes amis. Et je me suis vraiment demandé « Mais qu'est-ce que je suis devenu ? Pourquoi je suis ça ? Je suis devenu ça par bêtise. » Ouais.
Vous allez voir les parents de vos amis dans cette période-là? Non. Je vais leur dire quoi? Qu'est-ce que je peux leur dire? Pardon? D'avoir eu l'accident qui a tué vos enfants? Mais, comme l'a dit une mère de mes amis décédés, il fallait y réfléchir avant. J'ai fait une erreur, maintenant qu'elle est faite, je ne dois pas la nier, je dois l'assumer. On verra effectivement comment vous, par quelles étapes vous êtes passé. Ouais. Juste, Ghislaine, un mot sur cette expérience, qui est un traumatisme évidemment, et avec cette sensation de responsabilité tout de suite. Oui, c'est très difficile de ne pas se sentir coupable de perdre des gens qu'on a aimés, même si on n'est pas directement responsable de leur disparition. Si vous n'aviez pas été au volant, vous vous seriez senti probablement responsable également d'une autre manière, de ne pas avoir arrêté le conducteur, de ne pas lui avoir dit « écoute, on va pas rentrer maintenant ». Donc, quand on perd quelqu'un de proche, on se sent toujours responsable de ne pas l'avoir sauvé. Alors, c'est vrai que vous étiez au volant, vous le dites très bien, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une responsabilité collective, c'est-à-dire qu'un jeune homme, évidemment à 19 ans, se sent invincible, le roi du monde, immortel. Donc ça, ce sont des mécanismes de la jeunesse. Le rôle des adultes, c'est d'aider les jeunes à dépasser ce besoin comme ça de bravade et de prendre conscience de la dangerosité de certaines actions. Vous n'auriez pas dû boire et vous n'auriez pas dû prendre le volant après avoir bu. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que ce serait, quand je parle de responsabilité collective, bon, ça aurait été bien qu'on vous aide avant à prendre conscience de ce danger-là. Je sais pas, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui avec des... Mais c'est pas une question de destin, vous avez une part de responsabilité. Il n'y a pas de collectif, j'assume, j'ai bu. J'ai bu quoi? J'ai bu 2 verres, c'est pas beaucoup, c'est pas excessif. Non. Je roule à 20 km/h de plus, c'est quoi? C'est pas beaucoup. Mais comme l'a dit la mère d'un de mes amis décédés, si tu voulais rouler à 20 km/h de moins, si tu n'avais pas bu ces 2 verres de trop, ce n'était pas 3 morts qu'il y aurait eu, mais 3 blessés. C'est des petits excès qui ont des conséquences, qui ont des putains de conséquences à la fin au final. Je suis désolé de ce mot. Non, mais c'est votre conclusion et c'est ce que vous transmettez aujourd'hui dans les écoles. Alors on verra par quelles étapes effectivement vous êtes passé et quelles relations vous avez eues effectivement avec les familles de vos amis. Laetitia, votre papa du coup va être jugé, il va être condamné à 4 ans de prison dont 2 ans ferme. Vous allez ne pas le voir pendant un temps, vous allez continuer d'aller à l'école, mais là il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que les résultats scolaires s'en ressentent immédiatement. Oui. Après, le problème qui se pose, je pense que c'est ce soir-là, donc j'ai dû tout ranger et tout faire moi-même. On n'en a plus jamais reparlé à la maison et on n'en a plus jamais parlé tout court, en fait. Et du coup, on me demande à moi de retourner à l'école comme si de rien n'était et d'être, entre guillemets, l'élève modèle qui poursuit sa scolarité comme tout le monde. Et j'en avais pas envie. J'en avais pas envie. C'était plus fort que moi. J'étais devenue l'élément perturbateur. J'avais pas envie de continuer la vie comme si nous étions dans un... Comme si de rien n'était. Ouais, Rien ne voilà. s'était passé. Ouais. Bah oui. Et donc, du coup, vous vous rappelez de ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est quoi qui vous anime? C'est de la colère? La colère, elle s'installe sans prévenir. Elle est là, elle ronronne en moi Et vous vous rappelez du moment, on va dire, où finalement ça commence à basculer dans autre chose, où d'un seul coup, vous commencez à faire, vous, des choses répréhensibles? C'est surtout la violence. Ouais. La violence, c'est... Des fois, j'étais dans des lieux où je me bagarrais avec des jeunes filles, mais sans crainte, en fait, de l'autre. Voilà. J'avais pas peur. Souvent, on se bagarrait avec les filles de Sevran. Il y avait des altercations entre Villepinte et Sevran, surtout chez les garçons. Et un jour, on a décidé que ça allait aussi se faire avec les filles, quoi. Elles nous cherchaient, je cherchais aussi. C'était toujours des prétextes futiles? Ouais, c'était des regards. Je me rappelle d'une bagarre où, à un moment donné, il y a une porte. On peut pas passer en même temps, on se croise. Donc, qui va céder? Moi, je cède pas, elles non plus. Et puis, un coup d'épaule. Et là, tu m'as touché. Et puis, ça part en bagarre. Et ouais, cette bagarre était vachement dure parce que je voulais en découdre. Et puis, ça s'est plutôt mal terminé. Des garçons ont voulu nous séparer à plusieurs reprises et j'étais incontrôlable. Et au final, je me suis retrouvée avec tous les cheveux de la jeune fille dans les mains.
quelques heures après, elle m'attendait à la sortie, donc on s'est encore battu et convoqué chez le principal avec la vidéo. Donc, Là, on vous montre vos actes, en fait, en vidéo. Vous vous rappelez ce que vous voyez, ce que vous ressentez ? Ouais, je me reconnais pas, en fait. Vraiment, je me reconnais pas parce que j'étais speed, j'étais vachement violente, et puis le regard fermé, c'est une autre facette de moi. C'est Laetitia, le côté sombre de Laetitia, quoi. Il y a des conséquences, il y a des sanctions ? Ce que je reproche, c'est qu'il n'y a jamais eu de sanction qui travaillait sur le pourquoi, en fait. C'était le répressif. Donc j'étais virée pendant 4-5 jours, j'étais chez moi, et puis je suis retournée au lycée comme si rien n'était. Et vous avez des frères ? Ouais. Comment ça se passe pour eux pendant cette même période ? Mon grand frère est à l'étranger. Il travaillait dans les centres de vacances à l'étranger. Mon petit frère, lui... comment vous dire qu'à cette époque-là, je me rappelle pas de ce qu'il faisait. Je prête pas attention à mon frère, en tant que grande sœur. Pas plus que ça, en fait. Je regardais pas ses devoirs, s'il allait bien, on parlait pas de ce qui se passait. J'étais déjà tellement anéantie moi-même que je voulais pas aussi prendre la souffrance de mon frère et d'essayer de la guérir ou quoi. Non. Et avec le recul, d'ailleurs, quand vous repensez à cette période-là de votre vie, vos agissements, vous voyez ça comme un appel au secours d'une certaine manière ? Ouais, clairement. Je faisais tout pour qu'on me remarque. J'ai été plusieurs fois en garde à vue. Je me faisais souvent convoquer par la conseillère d'éducation, par l'assistante sociale. Mais malgré ça... Et quand vous êtes en garde à vue, vous vous rappelez de ce que vous ressentez ? Garde à vue, c'est particulier parce que à l'époque, j'aimais pas la police. Ouais, donc c'était beaucoup d'arrogance, beaucoup d'insultes. J'avais pas peur, en fait. J'avais pas peur de ce qui pouvait m'arriver. Et je me rappelle, j'ai une anecdote où, à un moment donné, je dis à une policière, le suicide, c'est comment chez vous ? C'est à quand ton tour, quoi. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais... Elle me regarde, c'est des larmes qui tombent. Et elle part du bureau, quoi. Ouais, j'aimais pas la police à l'époque. On va voir effectivement comment, encore une fois, cette violence vous entraîne dans des situations qui finalement vont vous faire une rencontre qui va provoquer un déclic. Mais effectivement, on voit comme ça, quand vous le racontez aujourd'hui avec le recul, le lien qu'il y a entre ce que vous avez vécu et la manière dont vous avez réagi. Mais à ce moment-là, vous ne faites pas le lien. Vous ne voyez pas de psy particulièrement pendant cette période ? Non, pas de psy, pas d'éducateur, rien du tout. Et une maman qui est dépassée par les événements. Tout à fait. Mais j'en veux beaucoup à la société, en fait. Surtout aux adultes. Et Gisèle, c'est intéressant parce que là, on vit de l'intérieur ce que finalement on appelle un délinquant. Quand on voit juste des faits, on dit tiens, qui sont ces gens, pourquoi ils font ce genre de choses ? Et là, on a une sorte d'explication. Ah mais oui, absolument, très clairement. Hein, vous êtes tellement en colère contre cette société d'adultes qui ne protègent pas les enfants. Vous êtes tellement fâché que personne ne soit là pour aider votre maman, pour vous aider, pour aider votre père aussi, qui était en grande difficulté, que vous endossez un peu ce costume de rebelle et justicière en même temps. Alors c'est effectivement un appel au secours, mais c'est surtout une manière d'exprimer quelque chose qui est profondément sensé, c'est-à-dire quelqu'un doit s'occuper de vous expliquer ce qui se passe. Hein, qu'est-ce qui s'est passé pendant des années. Il y a la violence, il y a des altercations, il y a de l'alcool, puis il y a cette scène, puis vous allez au commissariat, rien ne fait sens. Donc finalement, vous vivez un peu dans la jungle. Tout d'un coup, c'est la loi de la jungle. Vous n'avez pas d'autorité, de repère. Et cet appel au secours, c'est comme une manière de dire, il faut que quelqu'un m'aide à mettre du sens, à m'arrêter. Vous demandez à ce qu'on mette du sens, à ce qu'on vous protège de cette espèce de chaos qui vous est tombé dessus. Hein. C'est un traumatisme. Ouais, donc effectivement, je crois que vous n'êtes pas délinquante. Enfin, ça n'est pas un souhait de nuire, c'est une demande d'exister, d'être reconnu, d'exister, que quelqu'un s'occupe de vous. On a expliqué effectivement que vous sombrez dans la violence, vous le dites vous-même, à ce moment-là, il n'y a pas d'explication, pas de recul, c'est juste de la violence presque gratuite, des prétextes, des bagarres. Et puis il va y avoir une journée décisive parce qu'il va y avoir 2 bagarres et une rencontre. C'était un samedi, encore un week-end où... à la fois, je me suis battue avec une jeune fille qui avait parlé sur moi. Donc on m'a dit qu'elle était dans un supermarché. J'ai été la rejoindre.
On a commencé à s'embrouiller verbalement, et puis ça en est venu aux mains, et puis voilà. Donc c'était vraiment violent. Ça, c'était je sais pas, il devait être midi. Et quelques heures plus tard, en allant dans un autre quartier à Villepinte, là, je suis avec mon amie qui à l'époque, elle avait un chien, c'était un staff américain. Donc c'est un chien de combat, c'est ça ? Ouais, c'est ce on appelle ça les chiens de combat, mais c'était un peu à la mode à l'époque d'avoir ce type de chien, pitbull, staff et autres. Et donc elle le tenait en laisse tranquillement, on était assises et puis tout d'un coup il y a une moto qui passe et le chien, apeuré par le bruit, il attrape le conducteur au mollet. Le conducteur n'était pas blessé, c'était juste son jean. Et puis c'était quelqu'un qui était assez speed, assez virulent, donc ça en est venu aux mains. Donc on s'est un peu chamaillé. Et puis là, quelques minutes plus tard, ça se calme et la moto repart. Et il était avec sa copine et la conductrice en partant nous fait un doigt d'honneur. Chose que je n'ai pas appréciée. Donc j'ai recouru derrière la moto et j'ai attrapé la conductrice et on a commencé à se battre encore une fois. Et là, moi, c'était le petit truc qu'il fallait pas en fait. Moi, il me suffisait. Démarrer au quart de tour. Ouais, je démarrais au quart de tour. Ouais. On va dire presque 2 heures après. Mon amie de l'époque était vachement devant moi. Elle marchait. Et tout d'un coup, on voit une voiture de police avec cette jeune fille et le conducteur de la moto. Et donc, il reconnaît mon amie. Une autre voiture l'embarque. Et puis, elle part. Je me suis dit, bon, elle est en garde à vue. Donc, je me dis, bon, je vais aller au commissariat pour dire que j'étais avec elle, parce qu'il était hors de question qu'elle porte la responsabilité toute seule. Et donc, je rentre dans le commissariat, et il y a la jeune fille avec qui je m'étais battue quelques heures avant, dans le supermarché, qui était dans le commissariat et qui dit « c'est elle ». Et là, les policiers me tombent dessus. Et toujours, de façon très arrogante, je leur dis « mais je suis venue à vous, donc arrêtez de croire que vous avez fait le casque du siècle. Voilà, quoi, je suis là ». Ils portent un jugement sur leurs actes, en fait. Ouais, tout le temps. tout le temps. Et donc de là, je suis passée en garde à vue. Le flic, il me dit, mais en fait, vous êtes venu pourquoi ? Parce que vous l'avez agressé. Je dis, non, moi, à la base, j'étais venue parce que ma copine s'est fait attraper avec son chien. Après, il se rend compte qu'il y a 2 affaires le même jour, au même moment. C'est presque rocambolesque. Ouais, voilà. Il me dit, c'est trop, 2 affaires en même temps. Donc là, il appelle la juge, il me replace en garde à vue. Et c'est la première fois que j'étais déférée à Bobigny. Bobigny, c'est le tribunal de grande instance, c'est là où on est jugé. Et donc là, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous parle de tribunal ? Une comparution immédiate, comme on dit, je crois. Ouais, tout à fait, ouais. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous y allez ? Est-ce que vous commencez à prendre la mesure de tout ça avant la rencontre de ce juge ? Non, pas trop, parce que déjà, je me rappelle qu'une camionnette vient nous chercher, donc on arrive, on rentre dans le fourgon, donc c'est individualisé, et puis c'est fermé, c'est comme des petits bosques, en fait. Et donc moi, j'arrive, puis je discute avec mon ami qui est quelques bosques plus loin. Et puis les policiers qui nous disent chut, et puis nous on les nargue en lui disant la liberté d'expression, ça s'applique aussi dans un fourgon de police, voilà. Puis c'est vrai qu'on a toujours eu cette facilité à communiquer. Vous avez de la répartie. Voilà, de répartie. Je pense que c'est un truc vraiment propre au 93. On est beaucoup dans la vanne, on est beaucoup dans l'expression orale, et donc voilà. Et du coup, tout d'un coup, il y a un homme qui parle et qui dit « mais c'est des filles là ?» Et puis nous, fièrement, on dit « oui, c'est des filles ». Après, il nous dit « oui, vous avez déjà été à Bobigny ?» On dit « non, c'est la première fois ». Et puis là, lui, il nous dit « ah bah vous allez moins faire les malines quand vous allez arriver là-bas ». Après, on lui dit « pourquoi ? Toi, c'est la combien de fois ?» On lui demande « toi, ça fait combien de fois que tu y vas ?» Il me dit « oh, j'y vais de temps en temps, je compte plus ». Mais arrivé là-bas, vous allez voir que c'est pas la garde à vue, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ce fourgon-là, on s'arrêtait souvent. Et à un moment donné, on dit aux flics, on crie, on dit mais qu'est-ce qu'on fait ? On va pas à Bobigny, on fait quoi ? On fait le tour des commissariats ? Il me dit bah oui, Villepinte c'est le premier commissariat et on va faire tous les commissariats du 93, on va prendre toutes les personnes qui sont déférées à Bobigny et vous allez tous en même temps être déférés, quoi. Et quand vous apprenez ça provoque quoi chez vous ? Ben je me rends compte que déjà on est les seules filles. Très très masculin la comparaison immédiate. Et je me dis bon. C'est vrai qu'on fait tout le 93, que ça a l'air vachement d'être organisé, et puis là je me dis bon, c'est quand même un cheminement, quoi. Et je réfléchis mais pas trop. Je me dis bon, on verra ce que ça va donner. Et puis quand on arrive à Bobigny, on nous ouvre, on est menotté, on nous place en ligne. C'est important de se rappeler que vous avez 17 ans. Ouais. Et là il y a une dame
en entendant mon nom, elle me dit « Nonone, votre père ne travaillait pas ici ?» J'ai dit « Bah si », parce qu'en fait, mon père travaillait à la BAC du 93, et après, il a travaillé en fait à Bobigny. Après, elle me dit « Ah bah, il doit pas être très fier de vous ». J'ai dit « Bah, je sais pas, aux dernières nouvelles, il est en prison, donc qui doit être fier de qui, en fait ?» Et puis, elle a un peu fermé sa bouche. Et puis là, j'étais placée en garde à vue à Bobigny. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas la même chose, quoi. C'est très sombre, très sale. Et puis, tout le monde... les murs sont peinturés d'extrêmement, des fois, avec des noms de... des personnes qui sont passées. On demande une couverture parce que il fait froid dans ces lieux-là, c'est beaucoup carrelé. Il y a beaucoup de carrelage. Et puis, on se rend compte que la couverture, il y a du passage, quoi. Une couverture sale. Ouais, tout à fait, ouais. Couverture sale, et puis une brique de jus, un sandwich alimentaire, et puis on attend, quoi. On attend, on est toute seule, et on a froid, et ces murs, cette ambiance... c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience des choses, quoi. Prendre conscience de quoi, à ce moment-là ? Qu'on va dire que j'ai basculé dans la cour des grands. Et puis quand je réfléchis, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il peut me reprocher, ce juge, en fait ? Et puis je me pose, je réfléchis à tout ce que j'ai fait, et je me dis, c'est clair que c'est plein de petites choses, mais au final, ça en fait une grande chose, quoi. Ça en fait un dossier, un casier judiciaire. Et donc je me demande qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser. Et puis très vite, j'ai cette autre Laetitia qui dit, je m'en fous. Si je suis ici, c'est de toute façon à cause de tous ces adultes qui ne servent à rien, à part faire la morale et à juger les plus jeunes. Et donc j'attends. Et puis il va y avoir cette rencontre. Donc c'est un juge. Ouais. Au début, c'est bizarre parce que quand je suis arrivée dans son bureau, j'étais refermée sur moi-même, comme d'habitude. Et puis là, donc, il explique ce qui s'est passé. Il explique aussi à ma mère qu'il y a quand même deux histoires en même temps, que si on fait depuis 14 ans, là, quand on cumule, ça fait beaucoup d'actes d'incivilité, beaucoup d'actes de violence, en réunion, vol aggravé, et que c'est trop pour une jeune fille de 17 ans, et que pour lui, la meilleure chose, c'est d'être placée en détention parce que je suis un danger. Mmh. Et quand il dit ça, je suis abasourdie. Je me dis, mais il parle de prison, là Et là, je commence à avoir les larmes qui montent, mais c'était pas du chagrin, c'était pas de la peine, c'était de la colère qui s'était transformée en rage. Ouais, voilà. Et là, il essaye de comprendre. Il laisse la parole à l'avocate qui lui explique ce qui s'est passé en 96, qui explique que j'avais un papa policier. Qui raconte la tragédie que vous avez vécue. Tout à fait. Et que j'ai jamais été suivie. Et puis là, il regarde bizarrement en disant, et puis il cherche le dossier, tout ça. Il dit, mais il n'y a pas d'éducateur, il n'y a pas de psychologue. Et puis je dis non. Et puis là, il se rend compte qu'il y a un problème au niveau de mon parcours et puis au niveau de mon suivi. Et là, il me dit, bon, écoute, ma petite, je comprends que t'as vécu des traumatismes, des dossiers comme toi, il y en a plein. Mais là, le problème, c'est que tu fais du mal à la société, tu fais du mal aux autres. Et qu'au final, tu t'autodétruis. Et là, il m'a parlé d'autodestruction. Et ça m'a anéanti, quoi. Ça m'a anéanti parce que c'était la première fois qu'on mettait des mots MOTS sur mes mots à moi, MAUX, quoi. Pour la première fois, vous vous sentez comprise ? Ouais. Et c'est la première fois qu'un adulte prend du temps à m'expliquer les choses et à essayer de comprendre aussi ce que j'avais vécu et le traumatisme qui avait eu un impact sur moi, quoi, en fait. Et j'ai senti qu'il prenait du temps parce qu'il y avait d'autres personnes qui attendaient. Et puis, il disait aux personnes, non, patientez, même si je reste à travailler jusqu'à minuit, voilà. Il a vraiment pris énormément de temps. Et ça, c'est quelque chose que vous racontez aujourd'hui, ouais. Ça va avoir son importance, c'est-à-dire qu'il vous accorde de l'attention, ouais, et du temps. Ouais, c'est clair. Et c'est quelqu'un, en fait, je pense que c'est encore plus touchant quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est juge. Donc pour moi, un juge, c'est quelqu'un qui est là pour nous juger et pour nous sanctionner, qui est dans la répression. Alors que lui, non, il nous explique que lui, son rôle, c'est aussi d'être dans l'accompagnement et dans l'éducation. Et je me dis, mais ce mec-là, il est payé pour ce qu'il fait, il peut fermer mon dossier et le mettre en détention comme tout le monde. Et puis non, il prend le temps, quoi. Et je me dis, bon, il y a quand même des adultes bien dans ce monde. Et j'en ai découvert un aujourd'hui.
Et là, il me dit, bon, après cet échange, qu'est-ce que t'as à dire, tout ça. Et puis là, je commence à vider mon sac. Je commence à expliquer la rage que j'ai envers les adultes en général, que je n'autorise pas un adulte à avoir de l'autorité sur moi ou à faire une morale. Et donc, il me dit qu'il faut que ça change. Parce que malheureusement, je reste une enfant dans un monde d'adultes. Et que même si la société aussi commet des erreurs, c'est là, il en va de ma responsabilité d'enfant, d'avancer dans un bon chemin. Il m'a demandé si j'étais prête à relever ce défi, à ne plus faire entendre parler de moi. Et là, je suis en train de me demander s'il y a quelque chose à négocier, si est-ce que je vais vraiment aller en détention ou pas. Je fais l'autodérision que vous avez. Il y a un truc qui rejaillit, il y a un truc à négocier. Et du coup, j'ai dit ouais, non, c'est clair que j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'être, j'ai envie d'avoir une vie tranquille, mais il faut que je me soigne aussi, quoi. Et du coup, il me dit bon ben, tu vas pas être placé en détention, mais sache que je retiens beaucoup les noms, les prénoms, que je vais mettre un mot dans ton dossier, que si tu retournes en garde à vue, ne serait-ce que pour un petit vol de bonbons ou parce que t'as pas payé les transports, et ben c'est moi-même qui viendrai te chercher et qui t'emmènera en détention. Et puis là, t'auras plus d'aide du tout, quoi. Et vous vous rappelez ce que vous lui dites? Ouais. En partant, je le regarde dans les yeux, je dis merci. Et puis il a fait un petit... Je pense qu'il était content de sa journée, quoi. Parce qu'il avait un petit sourire. Et vous avez de la gratitude, pourquoi à ce moment-là? Parce que je suis face à un adulte qui fait son boulot, en vérité. Avec du recul, je me dis, c'est ça, en fait. Que toutes ces personnes-là qui travaillent que ce soit dans la protection de l'enfance ou dans l'accompagnement des jeunes en difficulté, des jeunes en quartier, et ben, si tu fais bien ton travail et si tu l'aimes aussi, si tu aimes ton travail, tu peux réussir à sortir des jeunes de cette spirale. Ouais, de cette spirale. Ouais. Bon, on verra ce que vous en avez fait. C'est une scène très émouvante, en fait, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est censé juger va aider. Qu'est-ce que vous retenez de cette tranche de vie? Mais oui, c'est très émouvant. En même temps, c'est vrai qu'un juge n'a pas juste comme fonction de punir ou de réprimer. Juger, c'est aussi permettre à quelqu'un de se référer à la loi, c'est-à-dire de se sentir protégé. Un juge est là pour protéger la personne de ses propres tendances. Et il va reconnaître Laetitia comme une victime. Oui, alors, encore une fois, ça c'est un terme qu'il faut manier avec précaution, je trouve. Et vous réagissez très bien à cette violence que ça peut susciter. Parce que la victime, c'est quelqu'un qui subit quelque chose passivement, et qui n'a aucune ressource pour y résister, pour le transformer, etc. Et c'était pas le cas de Laetitia à 14 ans quand elle vit le Alors, drame. elle a été victime d'un événement traumatique, oui. Mais elle n'est pas seulement victime. La preuve, c'est qu'entre 14 et 17 ans, elle s'est battue avec une rage extraordinaire pour montrer que ça n'allait pas, pour montrer sa défiance, pour exprimer son mal-être, pour essayer de transformer justement cette situation qu'elle avait vécue comme victime, la transformer en... vous dites même, quand je vais au commissariat, je dis, c'est pas vous qui m'arrêtez, c'est moi qui viens. Il y a même pas, c'est même pas eux qui ont la possibilité de l'arrêter. Et donc ça, c'est essentiel, ça c'est un moteur formidable de transformer cette réalité qui est qu'on est victime de situations en une possibilité d'action. Mais pour ça, il faut rencontrer sur son chemin, vous le dites très bien, des personnes bienveillantes, aidantes, et qui disent la loi. Parce que ce juge, il vous a protégé, il vous a donné le sentiment d'être protégé, de ne pas être seul avec tous ces adultes qui ne comprennent rien et qui vous abandonnent à un sort, justement, de traumatisé, de victime d'un événement douloureux, etc. Donc je crois qu'il a rétabli ça. Mais ce que je voudrais aussi signaler, c'est que le policier qui vous dit, mais alors cette fois, ça va pas le faire, je vous envoie à Bobigny, ce policier aussi fait partie de cette chaîne qui permet au juge de vous rencontrer. Lui aussi, quelque part, il a bien fait son boulot. Parce que s'il l'avait laissé passer encore une fois, sans vous référer à un éducateur, à un juge, si encore une fois personne n'était intervenu pour vous aider à vous arrêter, en quelque sorte, parce que vous fonciez droit dans le mur, vous auriez pu continuer effectivement à vous faire beaucoup de mal et aux autres, bien, ce policier a participé. Je veux dire, il y a des ratés, hein, c'est sûr, mais il y a aussi quand même beaucoup d'espoir dans ce que vous dites, où à un moment,
le système a fonctionné. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, mais à un moment, le système a fonctionné et vous avez pu rencontrer ce juge qui vous a finalement donné le sentiment que ça valait le coup de lui faire confiance et qu'il y a des adultes à qui on peut faire confiance et que donc devenir un adulte, peut-être que ça va pas être si terrible que ça et que vous allez pouvoir faire partie de ces adultes qui peuvent aider les jeunes, récupérer, si vous voulez, une position plus active pour réparer des enfants qui avaient subi ou qui auront subi comme vous des traumatismes. Donc c'est tout ce circuit qui est difficile. Et puis vous avez quand même une incroyable conscience de tout ce que vous avez traversé et on va voir effectivement, parce que je trouve très très beau ce que vous en avez fait en tout cas. On va en parler dans un instant. Par contre, j'aimerais juste revenir sur ce qu'elle a dit. Quand vous dites que le système a fonctionné, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, certes, le fonctionnaire de police a décidé de me mettre à Bobigny parce qu'il a reçu l'ordre de me déférer. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des fonctionnaires qui se basent que sur la répression, sur le répressif. Donc lui, je pense qu'il s'est dit que là, c'est répression, elle va être jugée, et le juge aussi va faire de la répression et peut-être va être conduit en détention. Alors qu'il suffit juste de tomber sur la personne qui décide de faire de l'éducatif pour faire changer. C'est que vous avez raison, le système n'est pas parfait, c'est vrai. Mais il n'empêche que le résultat est que ça s'est passé dans votre histoire et ça a fonctionné. Alors ça ne fonctionne pas toujours, mais il y a aussi des gens qui font leur boulot en se disant c'est le juge qui va décider, là il y a un truc, c'est pas à moi il y a un truc un peu grave quand même. Donc peut-être avec un souci de répression plutôt que d'aide, mais le souci c'est d'arrêter une espèce d'escalade tout de même, et ça a fonctionné. Ça c'est la loi qui permet ce fonctionnement. Après, effectivement, avec plus ou moins d'aléas, mais je crois que c'est important quand même de citer aussi des situations où il n'y a pas eu trop de ratage, là, pour le coup. Ça ne pouvait pas se terminer idéalement bien, que vous arrêtiez toute seule en vous disant, finalement, c'est idiot. Ce sont des situations traumatiques qui, par définition, ne peuvent pas se terminer comme dans les films hollywoodiens. Il y aura toujours des séquelles, des difficultés, de la rage, de la colère, et donc des gens qui ne sont pas tout à fait aidants et qu'on va encore plus confronter à notre propre difficulté, notre propre haine. C'est compliqué tout ça, parce que la situation de violence dont vous avez été témoin et victime, elle ne pouvait pas donner des résultats. Alors, oui, un psy aurait pu aider, oui, un éducateur aurait pu aider, mais il n'empêche que tout ça est difficile et vous le savez aujourd'hui, parce que je crois que vous aidez beaucoup aussi les jeunes, tout ça est difficile à comprendre, à élaborer. Mais disons, c'est un travail, ça prend du temps, il y a des hauts et des bas, c'est jamais simple. Il n'y a pas de résolution magique. Henri, avant de comprendre ce que vous avez fait de ce drame, parce qu'à l'âge de 19 ans, vous conduisez une voiture, il y a un accident, vos 3 meilleurs amis sont décédés. Et avant de voir ce que vous en avez fait, il y a eu plusieurs phases, plusieurs étapes. Une des étapes, c'est des idées noires. C'est les idées noires que j'ai eues, c'est suite à la culpabilité. Je revois les sœurs, les frères, les mères, les pères, les familles, les amis, la tristesse, la souffrance. Je me souviens, j'étais chez ma grand-mère qui habitait au 10e étage à l'époque, et je me suis rapproché de la fenêtre. J'avais toutes les raisons d'y aller, toutes les raisons. J'ai eu un petit déclic. Le suicide aurait été une forme de lâcheté pour moi. Quelle relation vous allez avoir avec les familles de vos 3 amis? C'est des relations finalement différentes. Alors, il y a une famille qui dit que je suis l'ami à leur enfant et qui dit pour que la mort à leur enfant ne soit pas vaine, il fallait en parler avec moi. C'est ceux qui m'ont soutenu lors du procès, quand j'étais jugé, et qui ont dit que ça aurait pu arriver à n'importe qui, que ça aurait pu être leur enfant qui conduisait. C'était une responsabilité collective, comme vous dites, chose que moi, je ne peux pas accepter. En tout cas, c'était dans la bouche des parents d'un de vos amis. La réaction des autres familles? Il y a une famille qui m'a dit « Écoute, Henri, quand on te voit, on repense à la mort de notre enfant, donc ça nous fait du mal. Donc moi, on te voit, mieux c'est. » Donc ça, je respecte. La 3e famille, elle m'a dit « Henri, le pardon jamais. » On va voir des images de vous qui datent de 5 ans après les faits. Et c'est un moment très particulier parce que c'est la première fois que vous témoignez en compagnie des parents de l'un de vos amis.
Les parents d'Antonin ont bâti leur relation avec Henri sur la compréhension, mais surtout sur le partage. À l'occasion d'une conférence sur les victimes de la route, organisée à l'université de Grenoble, ils témoignent ensemble de leur histoire. C'est la première fois que je témoigne en vis-à-vis avec Dominique et Bruno Ribard. C'est dur pour moi émotionnellement. Pas que pour moi d'ailleurs. Pour la famille de mes amis aussi également. Bon, excusez-moi. Cet été, ça fera 5 ans que cet accident a eu lieu. Je pense que nous avons notre vie qui a été profondément meurtrie. Nous, ce qui nous paraît important, c'est de communiquer avec vous, de vous dire que vous êtes tous des conducteurs potentiels, que l'important, c'est de vous amuser, c'est de vivre pleinement votre vie, mais que si vous voulez vivre pleinement votre vie, il faut pouvoir rentrer chez vous pour la recommencer le lendemain. Donc se retrouver face à des jeunes, en plus avec les parents de l'un de vos amis, c'est plein de symboles. Comment ils réagissent face à votre authenticité, justement, où vous ne voulez pas d'excuses, vous ne voulez pas qu'on vous trouve de circonstances atténuantes? Et quelle est leur réaction quand ils vous entendent raconter votre histoire comme ça? Il y a 2 types de réactions. Il y a la gêne, et il y en a d'autres, ça les inspire, ils disent « Moi, c'est comme ça que j'aurais fait ». Je crois que vous, effectivement, vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même, parce que le pardon, ça vient pas de l'extérieur. Ça doit venir d'une part de soi. Je crois que vous aussi, comme moi, comme nous tous, vous avez ces 2 parties qui sont humaines. Une partie qui dit « mais c'est pas ce que je voulais ». Ça m'est tombé dessus aussi, parce que ça aurait pu ne pas arriver. Et puis c'est moi qui conduisais, et donc je suis responsable. Donc il y a ces 2 parties de vous. J'essaie pas de me trouver des prétextes, voilà, c'est tout. Vous n'avez pas de compassion pour vous, et laissez-nous la liberté d'en avoir, si jamais on a envie d'en avoir pour vous. Ouais. Vous pouvez en avoir. Ok. Laetitia, quelle est votre sensation quand vous voyez effectivement voilà, l'histoire d'Henri et son discours? Bah moi, en fait, j'aimerais lui poser une question. Moi, j'écoute. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es encore en vie, et qu'est-ce qui fait que t'es un bel homme, tu t'apprêtes? Qu'est-ce qui te donne envie encore de vivre, en fait? C'est mon fonctionnement, justement. C'est le fait de ne pas lâcher mes valeurs de dignité. Voilà, c'est tout. Je veux dire, malheureusement, cet accident a fait de moi quelqu'un de bien. Qu'est-ce que j'aurais aimé être l'homme que je suis aujourd'hui sans avoir cet accident? Ce putain d'accident a fait l'homme que je suis aujourd'hui. A fait l'homme bien, qui pense aux autres, qui a envie d'aider les autres. Qui que ce soit, je peux déplacer des montagnes. Laetitia, on vient de voir Henri devant des jeunes, essayer de transmettre des choses avec humilité, mais en tout cas de faire en sorte que cette expérience serve à quelque chose. Vous allez vous prendre en main de quelle manière, finalement? Qu'est-ce qui vous a donné envie de transmettre et d'aider les jeunes? Bon, en fait, moi, donc, on va dire vers 17-18 ans, j'ai décidé de retourner à l'école. C'était très compliqué. Après, j'ai déménagé. J'ai eu un enfant à 21 ans. J'habitais à Boulogne-Billancourt à l'époque. Et ma mère m'a appelé la première fois, c'était en 2005. Elle m'appelle en me disant, bon voilà, ton petit frère est incarcéré. Donc le fameux petit frère que je tenais par la main cet été de 96, ouais. Et donc elle me dit, il est incarcéré. Donc là je dis, mais pourquoi? Pour outrage, rébellion, incitation à l'émeute. Donc il y a eu une altercation avec les forces de l'ordre. Et il aurait soi-disant agressé un fonctionnaire de police. Et, voilà. Et donc mon petit frère a pris 6 mois à l'époque, il avait pris 6 mois ferme. Et donc quand j'apprends que mon frère est incarcéré, et que j'apprends pourquoi, je culpabilise beaucoup. Parce que je me dis, l'image que je lui ai renvoyée, moi à l'époque, quand j'avais entre 14 et 17 ans, c'était pas non plus la jeune fille modèle, la grande sœur modèle. Et du coup, donc il est incarcéré pendant 6 mois, il me dit que ça va. Et puis, bon, mon frère sort. Il reprend l'école et puis je lâche un peu prise, je vois que ça va plus ou moins. Et puis en 2008, un autre coup de téléphone qui me dit que mon frère a été incarcéré pour la 2e fois. Et là, on passe au trafic de stupéfiants. Et là, je me dis, bon, il y a un problème.
Il est sorti il y a quelques années. Il n'a pas spécialement été suivi au niveau de la réinsertion. Et malheureusement, mon frère fait partie des dommages collatéraux de la société. Et là, je me prends d'un engouement où je me dis, bon, avant la réinsertion, il faut parler prévention. Parce que même si mon frère, comme je dis souvent, je n'ai pas pu le regarder dans les yeux et lui dire, voilà, le milieu carcéral existe, si tu fais une bêtise, certes, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs, donc fais attention à toi. Et ben, j'avais envie de transmettre ces valeurs-là à d'autres enfants. Et donc, je regarde un petit peu ce qui se fait sur mon territoire, à savoir le 93. Est-ce qu'il y a des dispositifs de prévention ? Je me renseigne et puis je me rends compte qu'il n'y a rien. Je me dis, mais quand même, on est soi-disant dans le 93, on est en Seine-Saint-Denis, on est dans le département soi-disant le plus pauvre de la Seine-Saint-Denis, où il y a le plus fort taux de délinquance et le plus fort taux de délinquance des mineurs, mais on fait rien, il n'y a pas de structure spécifique pour accompagner des jeunes, pour éviter la mort ou la prison. Parce que moi, c'était ça mon objectif. Et donc, vous avez créé une association qui s'appelle Zonzon 93. Comment ça se passe concrètement ? Il y a une structure, un lieu d'accueil, et viennent ceux qui veulent, ou vous allez au-devant des jeunes ? Ça a été très compliqué au début. On n'avait pas de local, on tournait à 500 € de subvention, avec des jeunes qui étaient déjà préinscrits. Donc en attendant, on se réunissait à la maison, on se réunissait chez les voisins, on se réunissait chez Christophe, c'est un ami d'enfance avec qui j'ai monté cette structure, qui lui est passionné par le graphe et par le dessin. Et c'est juste en discutant avec lui il m'a expliqué que lui, il discutait avec son papa qui était en prison par le biais du dessin. Et donc, il a décidé d'ouvrir un atelier graphe. On a été accompagné d'une psychologue qui, elle, décryptait les dessins des enfants. Et donc, tout de suite, ça rentrait dans du professionnalisme, en fait. C'était pas... Et donc, petit à petit, on a commencé à évoluer. On a commencé à faire des actions. Donc, en fait, chez nous, l'idée, c'est qu'une action citoyenne mène à une action culturelle ou loisir. Donc, tu peux aller au parc d'attractions avec nous si tu as ton quota d'action civique qui est lié aux droits et aux devoirs, quoi. Donc, c'est ça le deal. Et aujourd'hui, Zonzon 93, c'est une structure qui a accompagné plus de 300 jeunes. Donc, un travail gigantesque, hein ? Ouais. Parce qu'il y a des défaillances un peu partout dans la société et vous essayez de colmater, faire tout ce que vous pouvez. Pourquoi ? Pour qu'à la fois on protège, on comprenne ces jeunes et à la fois les informer de leurs droits et de leurs devoirs. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quoi votre rôle ? C'est clair qu'au début, on s'était focalisé sur la prévention de la délinquance et la sensibilisation à la réalité du monde carcéral. Et qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements un petit peu partout, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la scolarité, au niveau des relations police-population, les relations aussi intrafamiliales. Et je me rends compte aujourd'hui que ça fait 9 ans que je suis dans le monde associatif, et ça fait 9 ans que Zonzon 93 existe. Et là, je me sens fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. C'est une fatigue qui dit, le monde associatif, c'est bien, surtout pour les jeunes étudiants ou pour les retraités. Moi, aujourd'hui, j'aimerais multiplier mon impact social. C'est-à-dire que ce que j'ai appris, mon savoir, parce que je suis retournée à l'école, mon savoir, mon expérience de terrain, j'aimerais la mettre à contribution à l'échelle métropolitaine et d'outre-mer, parce que je suis aussi de la Martinique, je suis partie voir aussi ce qui se passe là-bas. C'est juste désastreux. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, Zonzon 93 c'est en mode pause. Nous avons décidé de rouvrir en mois de septembre avec une nouvelle équipe. Je serai plus à la présidence. Parce que j'ai aussi des projets professionnels et politiques au sens noble du terme. Quand vous repensez à cette jeune fille de 14 ans qui va vivre une tragédie, puisqu'à ce moment-là, vous êtes une enfant, et vous repensez à ce que vous en avez fait, quel regard vous portez là-dessus ? J'ai un regard particulier parce que j'ai lu un livre, on m'a offert un livre qui s'appelle Résilience. Et là, je me suis rendu compte que c'était la définition de mon parcours de vie, en fait. Et c'est juste formidable quand on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont écrit des livres sur des sujets qui nous ressemblent. Donc on se sent reconnu et on ne se sent plus tout seul. Donc la résilience, on rappelle la définition d'une phrase, c'est cette idée qu'on peut transformer le pire, finalement. Hein. Ouais, c'est ça. C'est l'idée de se dire que dans une vie, on a eu des bons moments. Donc j'ai eu une éducation, certes, qui était des fois violente, mais j'ai aussi des bonnes choses. J'ai quand même des bons souvenirs. J'ai eu des valeurs. On m'a bien éduquée. Et c'est toutes ces
petites choses qui font qu'aujourd'hui je suis là, j'arrive à m'exprimer correctement et qui m'ont permis aussi de revaloriser mon parcours. Parce qu'aujourd'hui, je ne regrette rien, malheureusement. C'est malheureusement et heureusement, c'est ma vie, C'est parce que vous avez vécu cette tragédie que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Bien sûr. Alors, effectivement, on va continuer cette conversation dans un instant, ensemble. Et vous nous le dites d'une certaine manière, finalement. Les êtres humains ont droit à plusieurs chances. Et il y a des gens qui en sont convaincus. Et c'est vrai que c'est un fantasme, parce que l'opportunité de tout recommencer, de repartir à zéro, de redevenir meilleur. Et on va s'intéresser à un organisme qui s'appelle l'EPID. C'est une école unique en son genre qui prend en charge de jeunes délinquants. C'est sous la tutelle du ministère de la Défense. On va voir qu'il y a un côté un peu militaire. Et notre équipe a suivi l'un d'entre eux. Il s'appelle Marco. Regardez, on en parle juste après. Ici, au centre EPID de Langres, on insère des jeunes volontaires de 18 à 25 ans. Soit effectivement, ils sont déscolarisés depuis un petit moment, soit ce sont des jeunes qui ont malheureusement un parcours de vie un peu chaotique, que ce soit familial, même judiciaire. Et donc, on remet un petit peu tout ça à plat. Marco est arrivé en juin 2016. C'était une personne relativement fermée, peu loquace, au fur et à mesure qu'il s'ouvre davantage. Mon parcours de vie est assez compliqué parce qu'au début, j'étais scolarisé. En fait, j'étais pas intéressé par ce que je faisais réellement parce que à côté, il y avait les copains, les mauvaises fréquentations qui ont fait que j'ai décroché. Vous faites quoi? C'est un petit tour de magie. Ça me fait un tour de magie. À la Un tour de magie. Allez, tiens, choisis. Mais là, il n'a pas de complice, c'est plus compliqué. C'est pas question de complice, tu verras. J'ai entendu parler de cet établissement qui offrait une deuxième chance aux jeunes en difficulté. En venant ici, j'espérais être sauvé. Si je n'étais pas à l'EPID, je pense que je serais en train de faire n'importe quoi avec des personnes à ne pas fréquenter. Et je serais probablement en prison. Ouais, gros, vas-y. Là, il m'étonne. C'est celle-là. Quel autre, gros, c'est ça. Là, il gros, m'étonne. c'est Jamais il avait fait ça. D'habitude, quand il faisait des tours de magie, il trouvait jamais où là. C'est Il un avait collègue, un tu vois. complice. Mais là, c'est bon. Le jour où je suis arrivé ici, j'étais perdu parce que il y avait plein de règles. C'était assez strict et cadré. Fixe. Repos. Il y avait les gardes à vous, l'uniforme, tout le monde doit être habillé pareil. Les rassemblements, le lever à 6 heures, qui était vraiment compliqué pour moi parce que j'avais pas l'habitude. Pour une marche, au pas cadencé, en direction de l'ordinaire et en silence. En avant. Marche. Gauche, droite, gauche. Gauche, gauche, droite, gauche. Au fur et à mesure, je m'y suis fait parce qu'il y avait tout un ensemble de personnes qui étaient à mes côtés. Je partage ma vie avec d'autres jeunes ici. Et dès le départ, lorsqu'on s'est rencontrés, ça a très vite accroché parce qu'on a parlé de nos projets en commun. Ça a créé des liens assez forts. Vous avez fait quoi ce matin? On fait du sport. Sport? Ça va, c'était pas trop dur? Non, ça va. Vous avez tenu? Ça va, on va tirer jusqu'au bout. Environ 15 km. Ça va. Ici, ils font plus du cas par cas. Donc ça laisse plus de temps à chaque volontaire qui sont ici à exposer leurs problèmes. Bonjour. J'ai fait un stage dans la vente pour une marque de sport qui s'est très bien déroulé. J'ai su que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc le retour du stage de votre tuteur, il était plutôt positif, même très positif. Il m'a dit que je trouverais assez vite un boulot avec autant de niaque. L'objectif, c'est de trouver un deuxième stage et puis de valider tout ce que vous avez appris dans le premier magasin et mettre tout ça en avant pour un emploi pendant les vacances, déjà. D'accord. Un remplacement. Ok, bon. Je suis plus le même. Franchement, l'EPID m'a changé et j'ai évolué mentalement. J'ai pris de la maturité et je suis beaucoup plus autonome qu'avant, en fait. Et c'est ça qui est bien, en fait. La sortie, j'espère que c'est pour bientôt. Ça me fait pas peur. Je suis très optimiste et je sais que ça le fera. Je perds pas espoir. J'y crois toujours, quoi.
Alors, vos réactions dans un instant, je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Donc, Brigitte, Aude et Céline. Salut les camarades. Laetitia, vous connaissez bien ce sujet. Donc, on entend ce garçon qui dit j'ai changé. Au fond, c'est un peu comme vous, il y a eu un changement. Il faut quoi dans la vie d'un jeune pour qu'il y ait un vrai changement, pour qu'il y ait une prise de conscience? On a l'impression que c'est de l'attention et de l'écoute, là aussi. Oui, c'est tout à fait ça. C'est l'accompagnement individuel qu'on peut proposer à un enfant. Après, les PIT, ça s'adresse vraiment aux 18-25 ans. Donc, ce serait bien que des structures comme ça existent bien avant pour les plus jeunes. Parce que là, on est sur un dispositif d'insertion, voire de réinsertion. Alors qu'il faut vraiment travailler sur la prévention aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est vrai qu'un jeune, il a besoin de ça. Il a besoin d'accompagnement. Il a besoin aussi d'être écouté et d'être entendu en tant qu'individu. Et compris. Et compris, ouais. Et qu'est-ce que les jeunes attendent qu'on comprenne, souvent? Je pense que la première chose, c'est les fractures déjà qu'on peut avoir en nous, qu'elles soient peut-être familiales ou sociétales, parce que l'égalité des chances, malheureusement, c'est utopique encore aujourd'hui. Un jeune a besoin aussi d'être certes valorisé, mais d'être entendu tel qu'il est, par rapport à sa situation géographique, où est-ce qu'il habite, d'où il vient, et aussi de sa couleur de peau, parce que malheureusement aussi, ça a un impact aussi sur l'avenir d'un jeune. Donc ouais, c'est tout ça, c'est d'être entendu dans sa globalité et d'être reconnu en tant qu'individu à part entière. Et vous avez créé Zonzon 93, donc c'était il y a 9 ans. 300 jeunes ont été aidés, et encore une fois, ça venait de votre propre expérience. Et donc vous avez entendu des jeunes venir vous dire merci parce qu'il s'était passé quelque chose, que ça avait changé, parce qu'il y avait eu... Parce que c'est fascinant d'imaginer que les mots vont pouvoir aider. Moi, je pense que la communication, c'est la base. C'est comme une maman qui porte un enfant. Très, très vite, on parle à son enfant pour lui communiquer de l'amour ou autre chose. Et ouais, donc, on me dit pas spécialement merci, mais quand un jeune signe un CDI ou ne retourne plus en prison et fonde une famille... Sinon, là, pour moi, la plus grande richesse, c'est quand un jeune que j'ai suivi en 2008, en 2017, il est encore dans la structure, mais il est bénévole et il a des plus jeunes. Pour moi, c'est ça la réussite, quoi. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est de voir la discipline. Parce que moi, j'ai fait mon service militaire, j'avais 18 ans. Oui. Ça date un petit peu, mais il y avait ce truc de marcher au pas, c'était pas mon truc. Se lever à 6h du matin, etc. Et vous arrivez à voir l'effet que ça peut faire sur des jeunes? Ouais, moi, je pense que tout doit passer par la discipline et par les règles. Je pense qu'un enfant, il a aussi besoin de connaître ses limites, mais il a aussi besoin qu'on lui en donne. Et d'où l'éducation, ouais, bien sûr, ils aiment ça. Après, c'est comment on arrive à laisser un enfant s'exprimer librement, tout en lui faire prendre connaissance de ses limites, avec un cadre. Et là, je me retourne vers Ghislaine. C'est ça, c'est ça la difficulté, c'est de se sentir écouté, d'avoir la liberté de parole et en même temps d'avoir un cadre. Je pense qu'on est obligé de donner des limites à des enfants qui en ont manqué. Parce que là, on est dans le cadre d'une réinsertion, d'une résilience, d'une rééducation. Bon, quand on a la chance de ne pas être en difficulté dans sa famille, quelle que soit son origine sociale, culturelle, etc., et quand on peut, comme vous le dites très bien, communiquer avec sa famille, être entendu, se sentir reconnu d'abord par sa famille, avant que ce soit par la société, etc., eh bien, on n'a pas besoin d'être dans une espèce de rapport de force, de discipline. On identifie des limites qui sont celles de la famille, de ses parents. Si un parent fait attention à lui, s'il conduit avec sa ceinture, il picole pas trop, etc. Je vous donne des exemples. Eh bien, à ce moment-là, l'enfant apprend par imitation que c'est comme ça qu'il faudra faire. Bon. Là, on parle de circonstances particulières. On parle d'accidents de vie, on parle de parents en difficulté, on parle de personnes perdues, on parle de traumatismes. Et effectivement, là, on a besoin de faire appel à quelque chose d'extérieur qui va venir réparer, en quelque sorte, ce qui a manqué. Donc, ces enfants se retrouvent dans un cadre qui est un cadre qui leur donne des repères. Je sais comment ça commence la journée. Le rythme militaire, en soi, c'est pas une nécessité. Donc c'est plus les repères, finalement. Oui, c'est scander la journée. Je sais que tous les matins... Les petits-enfants sont très rassurés par l'idée que tous les jours on fait la même chose. On lit la même histoire, on mange à la même heure. Bon. Effectivement, donc, il faut faire attention à ne pas... Quand il y a eu des manques, en tout cas, il y a besoin de règles. Quand il y a eu des manques, il y a besoin de remettre en route quelque chose qui a manqué. Mais dans l'enfance, à mon sens, ça n'est pas une nécessité d'imposer des limites alors que les enfants le cherchent naturellement. Alors Brigitte, est-ce qu'il y a d'autres cours qui sont finalement dispensés? Ah oui, alors d'abord le sport, parce que ça c'est hyper important, c'est obligatoire, et si on ne fait pas de sport, on ne peut pas en faire, on n'est pas admis à l'EPID, c'est hyper important pour eux. On leur donne des cours, on les remet un peu à niveau, que ce soit en écriture, en calcul, en géométrie,
On leur donne aussi des cours de code. Et s'ils ont besoin du permis pour un futur, pour leur formation, on leur fait passer leur permis, on leur donne des cours d'informatique, enfin c'est assez complet. Et alors surtout, ça c'est le point principal à mon avis, c'est le vivre ensemble. On leur apprend à vivre ensemble et à se comporter correctement et à prendre confiance en soi aussi. On les aide à avoir à nouveau de l'estime de soi. Ouais. Et ça, c'est déterminant. Avoir de l'estime pour soi, ça permet quoi? Vous l'avez observé, vous aussi, dans vos 9 années auprès des jeunes? Ouais, c'est la base. Pour moi, l'estime de soi, c'est la base. Si on se respecte, on respecte les autres? Tout à fait. Mais pour se respecter, il faut savoir qui on est et donc travailler sur son identité, sur d'où on vient, sur ses parents. Et je pense que c'est tout ça qui se construit et qui fait qu'on arrive à se respecter et à respecter les autres. Alors l'objectif de ce programme, c'est quoi? C'est d'en faire des bons citoyens et de les rendre autonomes. Et donc, ce qu'ils font aussi, c'est pour vraiment leur apprendre à être plus à l'aise un peu partout. Par exemple, s'ils parlent d'état civil, on les emmène à la mairie, au service de l'état civil, pour qu'on leur explique comment ça fonctionne, etc. Par exemple, une jeune fille qui veut devenir infirmière, si elle s'est arrêtée en classe de 5e, on lui explique que ça va être difficile pour elle. Donc, on lui présente tous les métiers autour. Agent hospitalier, aide à la personne. Par exemple. Et alors, du coup, est-ce qu'on connaît les résultats de cette école aujourd'hui? Ah oui, il y a 30 000 jeunes qui sont sortis de l'EPID, qui sont passés par l'EPID. 70% d'entre eux ont trouvé soit un travail à plein temps, soit sortent avec une formation qualifiante ou diplômante. Ce sont des volontaires, faut bien le dire, à tel point que lors du premier entretien, les parents peuvent être là. Mais si au bout d'un moment, on fait partir les parents pendant l'entretien, de façon à ce que le jeune explique qu'il a vraiment envie d'être là. On lui fait signer un contrat de volontariat. Et donc, il y en a qui démissionnent. Il y a 50% qui démissionnent parce que la discipline est très particulière. Ouais, c'est trop dur pour eux. Voilà. Et donc, ce que vous voudriez rajouter, Laetitia, c'est quoi? C'est que tout ça, c'est formidable, mais ce qui est important, c'est de l'accompagnement. Ouais. Après coup? Ouais. Je pense que l'accompagnement, oui, après les bides, c'est important de mettre le point dessus, de savoir qui les accompagne et comment. Parce que j'ai des personnes qui sont passées, qui ne travaillent plus, mais voilà. Et se poser des questions, pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à continuer, et d'où l'importance pour moi d'avoir des coachs de vie et d'avoir des personnes comme ça dans ce genre de structure pour accompagner les jeunes à développer leurs compétences et y aller, même si c'est compliqué, quoi. Alors Céline, tu viens nous parler d'une femme qui se bat pour que l'erreur de jeunesse de son fils serve d'exemple. De quoi s'agit-il? Mais justement, on va parler de prévention parce que Sophie Daout, elle a vécu quelque chose, un drame horrible. Elle était professeure de maths et après conseillère d'orientation. Son fils a 14 ans quand il tire sur son premier joint. Crise d'adolescence comme on peut en voir tous autour de nous. Donc, pas de contexte familial particulier, certainement des blessures, certainement une fragilité, certainement quelque chose, mais elle n'a jamais réussi à retrouver son fils, Lionel, qui est mort à 40 ans, après 20 années à lutter contre la drogue et à enchaîner des centres de désintoxication et des séjours en prison. Donc c'est vraiment la drogue qui lui a pris son fils de la façon la plus horrible qu'il soit. Parce qu'effectivement, ça peut être un passage de l'adolescence, le cannabis, mais dans ce cas-là, c'est allé jusqu'aux drogues dures, c'est ça? Il a continué le cannabis pendant 2-3 ans, et puis il y avait cette fragilité qui a fait qu'il n'a jamais réussi à prendre le dessus, et donc il est passé après aux drogues, enfin l'héroïne. Donc là, vraiment, Sophie, elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas laisser passer les choses comme ça. C'est une battante. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son bâton de pèlerin et elle a commencé à aller dans tous les collèges, dans tous les lycées, autour de chez elle, pour raconter son histoire et pour dire non, il n'y a pas de drogue douce. Ce qui compte, c'est d'en parler, de savoir de quoi on parle. Il ne s'agit pas de culpabiliser. Il ne faut surtout pas dire que c'est dramatique, il ne faut pas être dans la répression, il faut être dans le dialogue. Et pour dialoguer, il faut savoir de quoi on parle. Donc, elle a commencé tout ce système de prévention. Et puis, à la sortie d'une de ces conférences qu'elle menait pour les parents et pour les élèves, elle s'est retrouvée face à un groupe de mamans qui lui ont dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour protéger nos enfants? Comment on peut réagir? On n'y connaît rien, on ne sait pas. »
Et elle l'a fondée donc en 2000, Jeunesse sans drogue, une association où elles sont 6 bénévoles. Et ces 6 bénévoles parcourent la France, dans les collèges, dans les lycées, et depuis très peu de temps dans les petites classes de primaire, notamment en CM2, parce qu'elles se sont rendues compte au fur et à mesure de ces séances que les enfants fumaient de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes. Et elle a eu affaire notamment dans un bon quartier à un petit Thomas de 10 ans qui était déjà consommateur de cannabis avec 3 de ses copains, tout simplement parce que son grand frère fumait lui aussi. Alors, vous n'êtes pas spécialiste des addictions, mais ça veut dire quoi? C'est que ça peut être un passage, un essai, et pour d'autres, c'est une béquille. C'est quoi, les addictions? Alors, la drogue, ça peut être un moyen de s'échapper de ce truc qu'on ne comprend pas, donc ça devient une intoxication, une addiction, ou bien ça peut être un passage, comme beaucoup de jeunes peuvent l'expérimenter, pour braver, pour s'identifier à un grand frère, pour braver l'interdit, pour transgresser la loi. Et la réaction des parents et de l'entourage est très importante. Et je pense que si elle est trop répressive, eh bien, elle ne fonctionne pas. C'est ça. C'est exactement ce que dit Sophie. Elle dit qu'il faut parler juste. Donc, pas dire aux enfants, la drogue c'est mal, c'est de la drogue dure, parce que les enfants savent très bien, les adolescents sont tout à fait au courant que le cannabis n'est pas une drogue dure. Donc, déjà, en faisant ça, on n'est pas crédible. Donc, c'est instaurer la communication, trouver la faille, voir pourquoi. Est-ce que c'est simplement pour répondre à une pression sociale? Est-ce que c'est dans ce cas-là aider l'enfant à se positionner, à savoir dire non, à reconnaître aussi les moments où il a besoin peut-être d'autre chose, et le cannabis c'est peut-être un soutien. Dans ce cas-là, c'est une sonnette d'alarme. Donc c'est donner toutes ces armes-là et à l'enfant et aux parents. Donc elle a écrit bien sûr des livres, et actuellement ces interventions touchent à peu près 2000 à 3000 enfants dans toute la France. Et elle vraiment ce qu'elle martèle, c'est la prévention, le dialogue, l'accompagnement. On est extrêmement démunis. Elle s'est sentie terriblement démunie en tant que maman face au désespoir de son fils, finalement. Je crois qu'elle travaillait dans l'éducation nationale. Ah oui, elle était professeure de maths. Et elle dit qu'elle se sentait à l'abri. Complètement, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Pour elle, ça ne pouvait pas lui arriver, finalement. Je vais vous dire un truc. Un enfant qui va fumer du cannabis, comme un enfant qui fait des bêtises, comme vous l'avez fait à 14 ans, n'est pas un enfant qui veut se détruire, ou qui veut fumer du cannabis, ou qui veut se faire du mal nécessairement. Il y a toujours une part d'autodestruction, mais il y a souvent le fait que cet enfant a besoin d'être arrêté. Et être arrêté, qu'on lui dise, écoute là, franchement, comme ça a été le cas quand ce juge a pu vous dire, bon bah là, si tu t'arrêtes pas, ça va aller très très mal et ça. Donc pouvoir faire confiance à quelqu'un qui dit, attends, là, peut-être que, qu'est-ce qui se passe, quoi? T'es en train de dire autre chose par le mauvais moyen. Et les enfants n'ont pas envie de se faire du mal. Ils sont contraints de se faire du mal. Vous n'aviez pas envie de vous faire du mal. Vous étiez contrainte à vous faire du mal. Allez, vous tapez dessus avec la nénette qui vous fait un doigt d'honneur. Vous n'avez pas voulu ça. Vous disiez, c'est des moments où ça me prenait. C'est une contrainte. Ça, c'est très important à comprendre. Est-ce qu'on peut punir une contrainte? Ben non. Henri? J'aimerais réagir, c'est pas sur le cannabis, mais c'est sur le fait d'être arrêté. J'aurais bien voulu avoir été arrêté. Oui. Parce que 2 semaines avant mon accident de voiture, je suis allé en boîte de nuit avec un ami. Et j'ai bu. J'ai bu plus qu'il n'en fallait. Je suis rentré au quartier avec mon ami, on n'était que 2. On s'est fait arrêter par un contrôle de police. Ils m'ont arrêté, ils m'ont fait souffler dans le ballon. J'avais trop d'alcool. Après, ils m'ont amené au poste de police. Et ils ont regardé la carte grise du véhicule. Ils m'ont dit, ah, mais vous connaissez monsieur Untel, qui était aussi de la police. Je dis, ben oui, il est de ma famille. Et ben vous savez ce qu'ils ont fait? Ils nous ont ramenés chez nous. Donc là, c'est une forme d'indulgence que vous regrettez, c'est-à-dire que vous dites, à ce moment-là, j'aurais besoin d'autre chose. Ben oui. Mais du fait qu'ils m'ont ramené et qu'ils m'ont laissé, je me suis senti tout puissant, encore plus tout puissant. Voilà. Et après, ça a décuplé le fait que vous j'étais aviez un danger pour les autres, et puis je me suis senti... C'est tout à fait juste. Oui, et puis voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Je trouve qu'ils n'ont pas joué leur rôle de policier. Ce qui manque, c'est une sanction, en tout cas. Une sanction, une amende, et puis retrait du véhicule. Oui, c'est vrai. Et puis passer devant un juge, parce qu'à l'époque aussi, c'était contractuel, mais on passait devant le juge.
Après, Sophie milite justement parce que ce qu'elle dit, c'est que la prévention, l'information, c'est possible quand c'est commencé très en amont. Voilà. On a eu notamment dans des pays comme la Suède, qui font de l'information très très tôt sur toutes les addictions. Il y a des vrais résultats. Donc elle milite pour ça. Elle a d'ailleurs eu le prix Solidarité version Femina. C'est une des 10 premières à l'avoir eu avec son association. Et c'est vrai que son combat, c'est militer pour le dialogue et pour la prévention et pour l'accompagnement, parce que son association accompagne aussi individuellement des enfants et des parents qui sont touchés par la drogue. Donc elle va jusqu'à accompagner une famille qui vit ce qu'elle a vécu et donc à les aider au quotidien. Donc une initiative récompensée par notre partenaire, donc version Femina et Europe 1. Otto, tu vas nous parler d'un homme qui a fait de la prévention son combat au fond. Oui, lui aussi, il accorde une grande importance à la prévention et cette fois-ci, il se bat contre le fléau de l'alcool au volant, justement. Donc, ça va vous parler, Henri. Alors, il faut savoir qu'un tiers des accidents mortels en France sont dus à l'alcool et que chaque année, 1000 personnes perdent la vie dans des accidents liés à l'alcool. Donc, c'est un vrai fléau et cette personne, Rodolphe Barry, a été lui aussi victime de l'alcool au volant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, dans les années 90, il était rugbyman. Un rugbyman assez connu et modèle photo à ses heures perdues. Et à l'époque, en 94, cette photo était sortie. Vous verrez que c'est loin d'être anecdotique, la raison pour laquelle je vous montre cette photo, parce que 20 ans plus tard, la photo de Rodolphe Barry qui est sortie, c'était celle-ci. Vous l'avez peut-être déjà vue dans le cadre d'une campagne de sécurité routière en 2015. La campagne, la voici. Je vous la montrerai. Donc elle dit, entre ces 2 séances photos, 21 ans, 4 mois, 11 jours et quelques secondes d'inattention. Et elle aurait pu ajouter aussi quelques verres en trop, parce que l'histoire, elle est là. En fait, Rodolphe, il avait 30 ans à l'époque, quand sa vie a basculé, c'était en 2002. Il était à une pizzeria avec des amis, une soirée classique. Ils prennent quelques verres et lui prend la route, et victime d'un terrible accident de la circulation. Et il se retrouve dans le coma pendant 6 mois. Et quand il se réveille, il est cloué sur son lit d'hôpital, il est tétraplégique. Et donc, 4 membres paralysés, plus capables de parler. Et sa vie aurait pu s'arrêter là. Et il s'est pourtant battu comme un lion, cet homme, et au courage extraordinaire. Et il a décidé que son histoire, finalement, elle devait servir de leçon à toutes les personnes qui pourraient tenter de prendre le volant en état d'ébriété, exactement comme vous, Henri. Et la prévention est devenue son moteur, comme elle l'est devenue pour vous aussi. Parce qu'effectivement, quand on parle de prévention routière, on parle de chiffres souvent. On donne le nombre de morts et on ne pense pas à ceux qui sont encore en vie, qui sont dans ces situations. Et lui, ça fait 15 ans qu'il est totalement dépendant de ses parents. Il n'a pas retrouvé l'usage de la parole et je trouve que c'est formidable justement qu'il ait utilisé son corps pour passer son message, pour faire passer son message. Il se met à nu, littéralement en tout cas. Oui, exactement. Il a rappelé le même photographe. Il s'est dit, en tout cas, on va refaire les mêmes photos, mais on va montrer ce qui peut se passer 20 ans plus tard et... Voilà, comment le rêve peut se transformer en cauchemar, finalement. Et donc, vous comprenez que quelqu'un ait besoin, là aussi, que ça serve d'exemple, au fond. Et exactement, de mes 3 amis décédés, j'étais le plus frêle. J'étais le moins solide. J'étais le moins sportif. Il n'y a pas de règle. Quand on a un accident, c'est la roulette russe. Donc vous voulez nous parler de notre vulnérabilité et dire ça touche tout le monde et on n'est pas invincible. Tout le monde, D'autant qu'un quart des personnes tuées dans des accidents liés à l'alcool ont entre 18 et 24 ans. Parce qu'en fait, les jeunes, on le sait, ont parfois besoin de boire pour s'amuser, sont totalement insouciants, ils se sentent à l'abri du danger, ils se sentent invincibles. Exactement, mais cette campagne, elle s'adresse à tout le monde, à nous tous. D'ailleurs, j'ai envie de dire qu'on ait une voiture ou pas, parce que on est parfois aussi irresponsable en laissant quelqu'un prendre le volant. Voilà, reprendre le volant. Ouais, on a tous, et moi la première, fait des soirées où on a laissé une personne prendre le volant alors qu'elle avait bu. Même si on lui a dit, oh, t'es sûr, tu prends le volant, mais en fait. Elle a répondu, mais jamais rien. Mais oui, exactement. Et j'aimerais que tout le monde prenne conscience de ça. Merci, Henri, d'être venu raconter votre histoire. Ça remue beaucoup de choses, mais en tout cas, vous aviez envie que votre histoire serve d'exemple. Et donc, merci d'être venu.
Merci à vous. Merci Ghislaine d'avoir décodé ces témoignages. Merci les camarades. Et puis merci Laetitia. On va suivre votre parcours parce que je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va vous revoir. Vous avez envie d'agir. Ouais. Vous avez envie d'agir. Donc le monde associatif, c'est une pause, mais on va vous revoir ailleurs. Mais en tout cas, vous supportez pas l'injustice et on a bien senti que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour qu'effectivement les jeunes en difficulté soient entendus et compris. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous raconter votre histoire. Merci à vous. Et merci à vous pour votre fidélité. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que ça vous a inspiré. On se retrouve très très vite sur France 2. Si les invités que nous recevons demain ont grandi loin des strass et des paillettes, ils ont depuis côtoyé les plus grandes célébrités de la planète grâce à un atout, leur talent. J'ai commencé à couper les cheveux à Marc Lavoine, c'était mon premier client. Françoise est issue d'un milieu modeste et ouvrier. C'est grâce au cinéma qu'elle va apprendre un métier qui va changer sa vie. Un jour, le metteur en scène, William Klein, m'a dit « Est-ce que tu veux faire du casting ?» Et j'ai dit « C'est quoi ?» Il me dit « Il faut trouver des acteurs. » Et je dis « Mais on les trouve où ?» Il me dit « Je sais pas, tu te débrouilles. » Et j'ai dit « Banco. » Et c'est là où j'ai fait démarrer Sophie Marceau. Les parents de Sarah sont forains. La jeune femme passe son enfance sur la route et pense plus à s'amuser qu'à travailler. C'est à la suite d'un drame familial qu'elle va enfin trouver sa voie. J'ai perdu 2 sœurs dans un accident de voiture. Tout bascule et puis après, c'est que des larmes. Et là, Christophe Carita a besoin d'une assistante. J'arrive, moi je suis super timide, t'as 300 employés, tu montes les escaliers, tu croises Fanny Ardant, Catherine Deneuve, tu dis je suis où quoi ? Longtemps poussé par ses parents à devenir médecin, Bouzouk découvre le maquillage un peu par hasard. Après bien des péripéties, il a réussi l'impensable, se faire un nom chez les têtes couronnées. Je m'introduis dans ce milieu et ça va très très vite. Je deviens le maquilleur de la Maison Royale à Bruxelles, avec des moments qui sont vraiment merveilleux, je veux dire, qui peuvent être des tout petits moments, mais c'est des moments de l'âme.